Bonjour à vous, salut les citoyens, salut les citoyennes. Si je me décide à prendre la parole, c'est parce que j'en ai ras la patate. Cela fait des années et des années que j'observe le monde en tant que petit journaliste, petit reporter, petit écrivaillon, et puis maintenant cinéaste. Et j'ai donc un peu de culture dans toutes les disciplines, mais j'ai des points forts, c'est l'histoire. Cela fait depuis maintenant une génération que nous sommes soi-disant dans une crise. On vous dit qu'on est en crise depuis 30 ans. C'est faux. C'est-à-dire que l'histoire vous montrera, vous chercherez, chaque fois qu'il y a des crises, ça se résout en quelques années si c'est économique, si c'est boursier. Si c'est la dette, ça se résout aussi en quelques années. Et pourquoi alors est-ce qu'elle dure depuis une génération? Eh bien parce que c'est une crise de civilisation. À vrai dire même, c'est une civilisation qui meurt. Alors, il y a des exemples dans l'histoire, vous avez l'Empire romain par exemple, l'Empire romain il met un peu moins d'un siècle, on va dire 50 ans pour s'effondrer, et les petits bouts qui restent mettent 20 ans à disparaître. Alerte, dépressurisation atmosphérique, évacuation immédiate du personnel. Eh bien, nous sommes dans le même phénomène. La crise, entre guillemets, eh bien, je vais vous dire quand ça a commencé, je vais essayer de vous résumer ça rapidement. Après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, la monnaie de référence devient le dollar. En 1944, les accords de Bretton Woods garantissent le change de dollars en or. Vous avez des dollars, vous pouvez les changer en or, ce qui permet de garantir une valeur, que ce soit une monnaie fiable, et puis une certaine stabilité. En 1971, Richard Nixon, qui est au plus fort de la guerre du Vietnam, et qui sait certainement que c'est perdu, décide, parce qu'il y a un certain ralentissement des profits, c'est les profits des entreprises qui ralentissent, on voit ça sur les graphiques, ça ralentit lentement, ça diminue lentement, mais il y a toujours des profits. Eh bien, il décide que le dollar ne sera plus convertible en or, c'est les accords de Bretton Woods qui sont brisés, on est en 1971. En 1972, le chômage commence à faire son apparition. Vous avez par exemple un article en Grande-Bretagne où vous avez Margaret Thatcher, qui est ministre de l'Éducation, qui décide, pour faire des économies à l'État, notez bien, parce qu'elle ne va jamais dévier là-dessus ensuite quand elle sera au pouvoir à partir de fin 79, pour faire des économies, elle décide de supprimer le verre de lait gratuit qu'avait institué dans les écoles un autre conservateur du même parti qu'elle, Winston Churchill, pendant la guerre. Le verre de lait, gratuit. Ça, c'est en 72. En 72, il y a aussi un article qui parle du chômage qui progresse dans les cadres en France. Dans ces mêmes années-là, Pompidou dit s'il y a 200 000 chômeurs, c'est l'explosion. Bien, je vais vous surprendre. En 1936, quand il y a eu les grandes grèves en France suite à la victoire du Front populaire, il n'y a jamais eu plus de 300-400 000 chômeurs. 300-400 000. Et aujourd'hui, on est à 6 millions. Et il n'y a pas eu de grande grève générale. Il y a eu des tentatives. Mais c'est sans commune proportion. Donc la France, avec son système mixte, où il y a du capitalisme contrôlé, maîtrisé, surveillé, et encore à l'époque c'était beaucoup moins dans les années 30 qu'après la guerre, eh bien on n'a jamais eu plus de 300-400 000 chômeurs dans les années 30. Eh bien Pompidou donc dit au-delà de 200 000, c'est l'explosion. Alors Pompidou, il était président de 69 à 74. Eh bien le chômage va commencer à croître. Croître. Ça commence donc vers 72, 73, 74, 75. Alors dans ces années-là, le Premier ministre Chirac, de 74 à 76, qui a été Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, qui a été le successeur de Pompidou, crée l'ANPE. Il crée la NPE pour les chômeurs parce qu'on a dépassé les 500 000. Ensuite, on a, vers la fin des années 70, il dépasse le million. Et c'est à cause de ça que Giscard est complètement battu par Mitterrand en 1981. C'est à cause du chômage. Voilà, il y avait plus d'1 million de chômeurs. C'est marrant parce qu'avec Sarko, on a eu 1 million de chômeurs en plus. Avec Hollande, 1 million de chômeurs en plus. C'est-à-dire
plus que pendant le mandat de Giscard, qui est le début du chômage de masse. Alors, cette affaire de chômage, en fait, il faut que vous sachiez, on ne vous dit pas la réalité, mais il est éternel. Dans le système actuel, ce chômage est éternel. Le chômage de masse existe depuis la fin des années 70, donc depuis pratiquement 30 ans. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Ça n'a aucun sens. Alors, les raisons, il y en a plusieurs, effectivement. C'est à partir de la fin des accords de Bretton Woods, les monnaies deviennent flottantes. Les monnaies qui doivent se définir par rapport au dollar, ça se met à flotter. Nous avons une inflation qui pousse, etc. On a inventé en Europe, en Union, enfin ça s'appelait à l'époque la CE, Communauté économique européenne, on avait inventé le serpent monétaire. Le serpent monétaire, c'est beaucoup moins rigide actuellement que pour l'euro, hein, qu'on maintient très haut, avec la BCE qui décide toute seule, aucun pouvoir politique ne peut influencer sur elle, c'est dans les traités. Il y avait le serpent monétaire, les monnaies avaient le droit de flotter. Alors je puis dire par exemple que la lire italienne était toujours moins forte. Elle flottait, mais vers le bas, elle avait le droit de faire ça, comme ça, vers le bas, en dessous de la moyenne, vous voyez, elle était par là, la lire, puis le franc était plutôt par là. Bon. Alors, il y a eu cette flottabilité des monnaies, des spéculations monnaie contre monnaie, etc. C'est-à-dire qu'on a commencé à avoir un début de chaos monétaire. Il y a une autre date à retenir, c'est 73. En 73, les États arabes voisins d'Israël, moins la Jordanie, cette fois-ci, par rapport à 1967, c'est-à-dire la Syrie, et l'Égypte, décident d'attaquer l'État d'Israël. Ils l'attaquent. Et ils l'attaquent un jour où c'est le jour d'une grande fête, c'est Yom Kippour, donc c'est un petit peu en traître. Bon, ils attaquent Israël pour essayer de récupérer les territoires perdus en 1967. Nous savons maintenant par des historiens israéliens qu'il n'a jamais été question de détruire l'État d'Israël pendant les offensives de 73 et 67, c'est de la daube. C'était institué en 67 un rapport de force, et en 73 récupérer les territoires occupés. Bon, passons. En représailles, parce qu'ils se prennent une déculottée, les pays arabes qui attaquent se prennent une déculottée, l'affaire est réglée en moins de 15 jours. En représailles, l'OPEP, où se trouve l'Arabie Saoudite par exemple, va décider de monter le prix du pétrole, hein, multiplié par 2, par 3, par 4, par 5, petit à petit. Il va y avoir plusieurs chocs pétroliers, hein, il y en aura je crois vers 78, 79. Donc ce choc pétrolier va aussi participer à, comme on est très dépendant on est très dépendant déjà du pétrole, va participer à l'élévation de coûts, donc à la diminution de marge bénéficiaire de certaines entreprises plus fragiles. Le chômage va continuer de croître, et en plus arrive une horreur, c'est la loi Pompidou-Giscard, 1973, vous voyez c'est très resserré, hein. 71 ça commence, la crise, 71, 72, 73, 74, tout se joue pendant ces 4 années-là. Et c'est depuis pour ça qu'on est dans la merde. La loi Pompidou-Giscard, c'est 73 je crois, c'est une loi qui permet à l'État français, qui ne permet plus à l'État français de faire marcher comme elle veut la planche à billets. C'est-à-dire que la Banque de France imprime des billets, voilà, et ça en imprime beaucoup, ça fait baisser la valeur du franc, et donc ça facilite les exportations par exemple, nos produits deviennent moins chers, et puis ça crée une inflation. Et cette inflation qui est maintenant détestée par les économistes bien dans les bons canalisons économistes, ceux qui suivent la règle et tout, eh bien, qui est détestée par les économistes, cette inflation, quand il y en a un petit peu, c'est très bien. C'est même plutôt quelque chose de très sain dans un système économique, parce que si les prix augmentent, d'accord, l'inflation, les prix vont augmenter, mais si les prix augmentent, vous êtes obligé d'augmenter les salaires. Et donc dans l'inflation, vous êtes obligés, patrons et salariés sont obligés constamment de se rencontrer, c'est un syndicat du moins, syndicat de salariés sont obligés constamment de se rencontrer pour réévaluer les salaires, où l'État est obligé d'intervenir. Donc quand il y a une inflation, il y a obligation de se causer socialement. Hein. Je veux bien qu'on dise dialogue social, mais des fois c'est à couteau tiré, c'est de se causer. Donc l'inflation, ça oblige au dialogue social, l'inflation, ça oblige à l'État à intervenir constamment pour élever les salaires, et l'inflation, un peu d'inflation, hein, j'entends bien, hein, 5%, 10%, 10% ça fait un peu beaucoup, mais 5 à 10%, l'inflation aussi va diminuer votre dette. Hein, vous devez 10 000 francs, parce qu'il faut parler à la monnaie de l'époque, je ne fais pas d'anachronisme, vous devez 10 000 francs, et bien avec l'inflation, si c'est 5% par an, et bien, en un an, les 10 000 francs que vous devez ont perdu 5% de leur valeur.
Et en plus, vous avez le salaire qui est obligé de monter, etc. Enfin, donc l'inflation, c'est l'ennemi des rentiers, c'est l'ennemi de ceux qui reçoivent des rentes, c'est l'ennemi de ceux qui vous font payer des loyers, etc., etc. Bon, bref. Donc cette loi Pompidou-Giscard oblige finalement l'État à emprunter auprès de banques privées. Et les banques privées, évidemment, définissent des taux d'intérêt. Hein, c'est elles qui sont les maîtresses des taux d'intérêt. Et ces taux d'intérêt, lorsque les banques ont confiance dans l'État, sont bas, voire même, on a même vu récemment, négatifs. Pour le cas de l'Allemagne, par exemple, elle emprunte, et bien, chaque fois qu'elle emprunte, elle gagne un peu d'argent parce que le taux d'intérêt est négatif. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, eh ben, cette histoire-là a encore augmenté le chômage, a encore augmenté la crise, parce que l'État s'est endetté de plus en plus, de plus en plus. Il ne pouvait plus faire marcher la planche à billets. Donc on en est arrivé à des taux d'endettement qui n'arrêtent pas de croître. Bon. Et donc ça fait 30 ans que ça dure. Alors ça, c'est une des raisons pourquoi il y a beaucoup de chômage. Vous avez une crise structurelle du système. C'est-à-dire que le système est productiviste. Il produit, n'importe comment, n'importe où, peu importe. Si les gens n'en veulent pas, on crée les besoins, on fait de la pub et hop, ça va créer un nouveau besoin, etc. etc. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est à ça que sert la publicité. 99% de la publicité sert à créer des besoins dont vous n'avez pas besoin. Ou bien à changer de voiture, changer de téléphone, changer d'ordinateur, alors que ça pourrait durer plus longtemps. Donc, parmi toutes les causes de la merde que nous avons donc l'économie, nous avons le débridage de la finance, c'est-à-dire que la loi Pompidou-Giscard, c'est que le début. Vous avez, par exemple, le contrôle d'échange. Saviez-vous qu'on contrôlait l'échange avant? C'est-à-dire les transactions boursières étaient contrôlées. Saviez-vous qu'il y avait une autorisation administrative de licenciement? Alors ça a été supprimé sous, je crois, Chirac, Premier ministre de Mitterrand, c'est 85-88. Suppression de l'autorisation administrative de licenciement. Vous avez eu après suppression de la barrière entre les banques de dépôt et les banques d'affaires, etc. On a dérégulé l'économie. Donc c'est effectivement l'économie, une des premières causes du chômage. La deuxième, c'est le productivisme. Le productivisme, eh bien, on est obligé d'exporter comme des fous, parce qu'on n'a pas une croissance de la population aussi rapide que la croissance de la production. Donc il faut exporter comme des fous. Il faut exporter, exporter, exporter. Mais tous les autres, ils font ça. Donc ça aboutit à une guerre entre les pays, et dans la guerre, ça fait surtout des morts. C'est la première chose que fait la guerre, c'est des morts. Et la deuxième chose qu'a fait la guerre, c'est le pillage. Le vainqueur va piller le vaincu. Il prend ses femmes, il prend ses matières premières, il prend ses récoltes, il prend un bout du territoire, etc. etc. Donc cette guerre économique a engendré donc, beaucoup de morts. Mais bon, quand on mène la guerre économique, eh bien on utilise des machines. De plus en plus de machines, il faut produire plus que les autres, plus que les autres, plus que les autres. Donc on met des machines, et total, les machines suppriment des emplois, elles aussi. Donc non seulement il y a la finance qui se débride, il y a l'économie qui devient une économie de guerre, mais il y a aussi donc les machines, le chômage dû aux machines. Et ça, c'était ce qu'avaient déjà entrevu certains penseurs au XIXe siècle. Vous avez, je pense que c'est les années 1811-1812, en Grande-Bretagne, vous avez la révolte de tisserands qui détruisent des machines, des métiers à tisser mécaniques. En 1811-1812, ça s'appelle, c'est le ludisme. Voilà. Les machines vont continuer à prendre des emplois. Vous n'avez plus de poinçonneurs des lilas, la chanson de Gainsbourg, je suis le poinçonneur des lilas, pour un valide changé à l'opéra. Il n'y a pas de soleil sous mon monde, drôle de croisière, et parfois au bois du quai, etc. Bon, il n'y a plus de poinçonneurs. Bon, vous allez bientôt voir qu'il n'y aura plus de caissières. Vous avez déjà vu des caisses automatiques qui commencent à remplacer. Bon, alors cette histoire informatique, vous avez des bénins qui pensent que l'avenir c'est de mettre de l'informatique partout. Mais mon Dieu, non! Bon, je ne crois pas en Dieu, c'est qu'une expression, excusez-moi. Vous avez, dans cette crise qui dure depuis 30 ans, vous avez eu l'éradication de secteurs entiers. Ça a été la petite paysannerie, par exemple, qui continue de s'éradiquer depuis les années 60, 70, 80, 90, c'est l'érosion continue. Depuis les années 70, 80, 90, c'est l'érosion continue des ouvriers. Maintenant, on voit que ce sont le secteur tertiaire
c'est le secteur tertiaire qui va être touché. L'informatisation, selon un journal ultralibéral britannique de l'année dernière, du The New Economist ou quelque chose comme ça, je ne sais plus trop, ils avaient expliqué que la moitié des emplois tertiaires aux États-Unis, la moitié, allait disparaître d'ici une quinzaine d'années. La moitié. C'est-à-dire qu'après l'éradication des paysans, des ouvriers, et on pourrait dire aussi artisans, commerçants, eh bien maintenant ça va être le secteur tertiaire. Hein. Il n'y a pas seulement les caissières, mais déjà les comptables. Par exemple, vous avez des logiciels de comptabilité, on a beaucoup moins besoin de comptables. Bon, ça va être un monde de chômage, mais c'est même plus de masse, mais d'hyper-masse, puisqu'on est déjà à plus de 6 millions. Et encore, si vous comptez tous les temps partiels, notamment, c'est plus des 2 tiers des temps partiels sont des femmes, actuellement en France. Tiens, comme c'est marrant d'ailleurs, elles sont payées 15%, 10-15% moins cher, 15% moins cher, et en plus elles sont en priorité mises au temps partiel. Des femmes, vous avez les stagiaires, donc toute une classe d'âge qui peut être très diplômée, mais qui se retrouve stagiaire à 300, 400, 200 euros pour le mois, quoi. Qu'il faut compter aussi, vous avez les pré-retraités. Hein, dès qu'on arrive vers 55 ans, 50, 55 ans, on trouve pratiquement plus d'embauche. Hein, on vous met dans des trucs de parking, des boulots parking, des petits boulots parking. Vous avez ces retraités, mais on arrive à combien de millions? Donc la fameuse révolution informatique, donc la machine par extension, c'est aussi une autre cause de chômage de masse. Et donc si on ne change pas le système, si on reste dans ce système-là, nous aurons, moi je vous le dis avec tout le peu de savoir que j'ai pu accumuler dans des décennies d'existence, nous aurons un chômage éternel, nous aurons une pauvreté qui va croître constamment. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous aurons un tiers-état, nous aurons 80 à 90% de la population. Dans 50 ans, je vois ça, si on ne change pas, ce sera le tiers-état. Avec une petite bourgeoisie dedans. Mais la bourgeoisie sera plus tout en haut. Et qu'est-ce qu'on aura au-dessus de la petite bourgeoisie? Eh bien, c'est ce que disait... Voilà. C'était maladroit, je m'excuse. Alors évidemment, est-ce qu'il faut que je dise la même chose que les autres? Vous mettez un pouce bas pour dire crotte, un pouce vers le haut pour dire c'est bien. Comme vous voulez. Dans tous les films où vous voyez des Romains, ils mettent le pouce comme ça vers le haut, pour dire ouais, youpi, sauvez ce gladiateur, il s'est bien battu. Vous faites une erreur. Le pouce vers le haut, ça veut dire exécute-le, tue-le. Et ça veut dire épargne-le. Vous pouvez choisir de faire comme dans l'Empire romain. Vous mettez un truc vers le bas pour dire que c'est super, et un truc vers le haut. Non, je plaisante. Bon, allez. Salut les gens, salut les citoyens, citoyennes. Ciao!